Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Voici les titres de cette nouvelle édition de lundi. La manif pour tous dénonce la familiophobie du gouvernement. Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Versailles ce dimanche après-midi. Des responsables politiques locaux étaient présents. Licenciement abusif, complot et suicide, Renault au cœur d'une histoire surprenante. Le journaliste Mathieu Suc a enquêté. Il publie aux éditions du Moment Renault Nid d'espion. Cela ressemble à un polar, mais tout ceci est-il bien vrai? Il nous le dira tout à l'heure en plateau. Et puis en sport, week-end de détection à Clairefontaine. Les meilleures jeunes footballeuses du département présentes pour séduire les entraîneurs des grandes écoles américaines. On débute par une image de saison pour ne pas oublier de rédiger votre lettre au Père Noël, d'autant qu'à Manille-les-Hameaux, une boîte aux lettres spéciale a été mise en place pour recevoir vos correspondances avec la Laponie. Les services enfance et jeunesse ont réalisé conjointement cette dernière qui se trouve à l'accueil de l'hôtel de ville. Le secrétariat du Père Noël répondra à chaque enfant qui aura bien précisé ses noms, prénoms et adresses sur son courrier. Politique municipale, le scrutin se déroulera en mars prochain et l'association Anticorps, association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique, lance une charte à l'attention des candidats. Présentation de cette charte, de ce texte ce lundi dès 20h30 à Poissy. Que contient ce texte et à quoi va-t-il servir? Les précisions de l'une des représentantes d'Anticorps. Dans les grandes lignes, on a principalement précisé le non-cumul des mandats, sachant que le non-cumul des mandats pour des élections municipales, on l'a calé sur le fait que cette année vont être élus sur une même liste des conseillers communautaires et puis des maires. Donc, partant de ce principe-là, notre exigence concernant la particularité des mandats, c'est qu'on peut être maire et président de communauté de communes. Si ma mémoire est bonne, on a une trentaine de signataires. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de faire signer, dans le Loiret d'ailleurs, j'habite dans le Loiret, la première charte éthique de moins de 3500 habitants, parce qu'on s'est aperçu que les contraintes et de terrain n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les grosses communes que pour les petites communes. On ne peut pas s'empêcher quand même de se dire que l'envie d'être conforme à une certaine éthique vient peut-être plutôt des petits candidats. Contrôler les engagements pris par les maires, ça va être le job de chaque responsable des groupes locaux. Maintenant, effectivement, on se réserve d'attaquer en justice. Bon, déjà, dans un premier temps, on va leur demander gentiment de respecter les termes de l'engagement qu'ils ont signé. Bon, soit ils disent non, je ne veux pas la respecter, donc on les sort de la liste. Soit il se fait, comme on l'a vu pour la signature de la charte éthique pour l'initiative, c'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas la respecter, mais il y en a deux qui s'étaient outrés dans la presse, qu'on leur a demandé de respecter les termes de la charte en étant assez péjoratifs concernant Anticorps. Et là, nous avons attaqué deux procédures. Anticorps qui lance donc officiellement sa charte pour les municipales, pour les différents candidats, ce lundi soir depuis Poissy. 10 000 personnes selon la police, 30 000 selon les organisateurs. Il y avait en tout cas beaucoup de manifestants dimanche dans les rues de Versailles à l'appel du collectif Manif pour tous. Une manifestation pour dénoncer la familiophobie du gouvernement. La députée UMP Valérie Pécresse ou encore le député nouveau président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson étaient présents. Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Une colère qu'il voulait paisible mais tenace dans les rues de Versailles, des milliers de manifestants, drapeaux français en main ou étendards roses de la manif pour tous. Mais aujourd'hui, leur mouvement dépasse le cadre de la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. C'est le gouvernement tout entier et la politique menée par François Hollande qui est en ligne de mire. Les familles françaises sont excédées. Là, on a un certain nombre de lois qui établissent des privilèges fiscaux, des niches fiscales pour le mariage dit accordé à tous les couples, et c'est un privilège fiscal. Alors on est venu défendre plusieurs choses, d'abord la famille, et donc le mariage, la parité homme-femme dans le mariage, et puis également contre le gouvernement en général, donc la réforme fiscale, la réforme sur la famille, sur l'éducation. Depuis le début du mandat de François Hollande, les lois s'accumulent contre la famille, et aujourd'hui c'est contre la famille, mais aussi fiscalement, dans l'économie, c'est une catastrophe. Certains n'hésitent pas à parler de destruction de la notion de famille et fort d'un mouvement qui semble très structuré, voudraient jouer un rôle lors des prochaines municipales. Cette mobilisation ici aujourd'hui à Blois, à Montpellier, est là aussi pour peser sur les élections, non pas dans une dynamique partisane, c'est le propre des partis, mais pour dire voilà, entendez-nous, écoutez-nous. Nous sommes le plus grand mouvement social jamais régnant en France depuis 1968. Le gouvernement entre dans une sorte de surenchère, il nous semble, contre les familles, en laissant entendre que finalement la famille est l'obstacle à la neutralité républicaine. Et plus récemment, on a eu sur le plan fiscal des annonces ou en tout cas des pré-projets qui nous inquiètent, avec une sorte de matraquage fiscal spécifique aux familles
avec la négation du quotient familial. Outre cette manifestation versaillaise, d'autres cortèges se sont déroulés à Bordeaux, Blois et Montpellier, avec toujours le même slogan « On ne lâche rien ». Un anniversaire, tout autre sujet, le lycée de Villarrois à Guyancourt qui fêtait ses 20 ans ce week-end. L'occasion de se remémorer quelques souvenirs, mais aussi d'évoquer les futurs projets de l'établissement avec Yolène Thorez. Séquence souvenirs et retrouvailles devant les anciennes photos de classe. Le lycée Villarrois de Guyancourt fêtait ses 20 ans ce week-end. Certains font partie des toutes premières promos de 160 élèves à avoir connu les préfabriqués. Lors de cet anniversaire, ils reviennent quelques années en arrière. Il n'y avait pas de cantine, donc il fallait tous les midis sortir, prendre un bus pour aller. Sauf que c'était à 2 minutes. Donc dès qu'un prof oubliait de vous sortir, heureusement qu'on était jeunes. Le nombre de fois dans l'année qu'on a fait le parcours en courant, il y avait au moins 3 km pour essayer de rattraper le bus pour aller dans l'autre lycée qui nous accueillait pour déjeuner. Non, il y a des tonnes de choses à dire, c'était vraiment excellent. Exemple d'anecdote, vous arrivez avec un contrôle, donc on n'a pas forcément tout le monde à sa note. Je lui dis fais voir tes réponses pour la correction, je rajoutais toutes les bonnes réponses, je retournais le voir à la fin et je lui dis vous avez oublié des points. Le problème c'est qu'on était 14 dans la classe sur 20 à faire ça. Mais bon, 14 sur 20, il se doutait bien que c'est pas lui qui a des problèmes de correction. La toute première proviseure du lycée ne comptait pas non plus rater l'événement. Elle nous raconte l'un de ses meilleurs souvenirs, c'était le jour de sa retraite, un cadeau que lui avaient fait les élèves à l'époque. Il y a un groupe d'élèves qui vient me trouver et qui me dit « Madame, on voudrait poser une question. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez ?» Et alors je leur dis spontanément « Je referais la même chose. » Et là, leur cadeau, ça a été « On en était sûr. » Et ça m'a fait très plaisir. Je crois que finalement, je pouvais partir. J'avais montré que j'aimais ce que je faisais. Aujourd'hui, l'établissement compte 850 élèves et plusieurs projets sont en cours. Parmi eux, l'ouverture d'une spécialité qui n'existe que dans un autre lycée des Yvelines, celle d'architecture et construction. Parce qu'un lycée si beau qui a cette forme de comète, on a pensé qu'il était destiné à ouvrir donc cette spécificité et on espère qu'il attirera aussi des jeunes filles. Et à noter que dans cet établissement, dès la prochaine rentrée, sera proposée une section LV3 arabe. Une information qui fait écho à l'actualité de ce week-end avec ce rapport remis au Premier ministre et qui préconise justement l'étude de cette langue pour une refonte de l'intégration dans les établissements scolaires. Au lycée de Villarrois, la proviseure précise qu'il n'est pas forcément question de faire plaisir aux parents. On n'avait pas de langue 3 qui potentiellement pouvait être offerte à tous les élèves. Et du coup, c'est parce que c'est une langue d'avenir et une langue qui mérite d'être connue et qu'il faut que les élèves apprennent. C'était aussi un choix pour plein de raisons, y compris économiques. On voit que c'est des pays en plein développement, que c'est des pays partenaires, des pays qui historiquement sont liés à nous autour de la Méditerranée. Même quand on va en Andalousie, on voit bien qu'il y a plein de synergies à créer avec la culture arabe. Ce rapport sur l'intégration rendu public a fait beaucoup parler du côté des politiques. Dans l'entourage du Premier ministre et du Président, on reconnaît que sa publication sur le site de Matignon est une grave erreur. Il faut dire qu'il figure notamment le retour des signes religieux dans les établissements scolaires. Au-delà de cette polémique, comment faut-il agir pour favoriser l'intégration dès l'école? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Vos réponses. Peut-être faut-il qu'ils aient un peu plus de soutien scolaire, parce que bon, c'est pas évident quand on vient d'un pays étranger. Mais pour moi, il ne doit pas y avoir de différence, quoi. Il ne faut pas qu'ils soient tous ensemble. Il faut qu'ils soient dans plusieurs endroits de manière à s'intégrer de manière beaucoup plus facile. L'idéal, c'est qu'ils soient pris en petits groupes et qu'ils commencent par apprendre le français. Expliquer aux autres enfants aussi d'où vient cet enfant-là et expliquer un petit peu ce qui se passe dans son pays et puis qu'il se présente devant sa classe et vraiment qu'il y ait un échange avec les autres enfants. Déjà une assistance pour leur permettre de maîtriser le français et ça leur permettrait de communiquer avec les autres enfants. La fibre optique arrive dans la communauté d'agglomération de Versailles. Le nœud de raccordement optique d'où partiront les 30 km de fibres déployés sur les villes de Versailles, Viroflay et Le Chesnay a été inauguré aujourd'hui lundi. Le groupe SFR s'est vu attribuer ce territoire par l'ARCEP, l'autorité nationale de régulation des télécommunications. Premier raccordement opérationnel en juillet prochain, mais il faudra attendre 2020 pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour rappel, ces installations permettront d'avoir un débit 100 fois supérieur à la technologie actuelle. Un dispositif difficile à mettre en place dans une ville telle que Versailles, comme va nous l'expliquer le directeur des relations régionales de SFR au micro de Claire Cambier.
C'est une ville qui est extrêmement protégée du point de vue de son patrimoine et c'est bien normal, c'est ce qui fait aussi notre fierté d'une certaine manière. Donc vous avez tout un cortège de gens, à commencer évidemment par les élus locaux, mais aussi les architectes des bâtiments de France qui sont donc les garants de l'intégrité évidemment de cette commune en matière de protection des immeubles, des monuments, etc. Donc ce que ça induit, c'est que ça induit un peu plus de temps à passer pour bien se concerter et faire en sorte que le mobilier que l'on va mettre dans la ville, les points de mutualisation, parce que là on est dans un NRO qui a l'avantage d'être enterré, mais les autres équipements sont souvent en surface, et ben il faut faire en sorte qu'on puisse les intégrer le plus possible. Comme en plus Versailles abrite une école de design, etc. Donc l'idée c'est de faire en sorte d'intégrer au mieux effectivement ces équipements extérieurs, justement, avec des trompe-l'œil, en les fusionnant quelque part avec les bâtiments alentours, pour qu'il soit le moins impactant, le moins agressif possible pour l'œil. Et donc, en même temps, l'idée, c'est bien de préserver effectivement l'intégrité de ce joyau qui est évidemment la ville de Versailles. L'invité de cette édition du 7-8 L'Actu, c'est Mathieu Suc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, ancien du Parisien et de François, auteur de Antonio Ferrara, Le Roi de la Belle ou encore de La face cachée de Franck Ribéry. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de Renault avec ce nouvel ouvrage Renault, Nid d'espion aux éditions du Moment. Une plongée, une enquête dans les coulisses de l'une des plus grandes entreprises françaises, entre fausses accusations, vrais coups montés et même suicide, un véritable polar. Sauf qu'ici, tout est bien réel. Cela se passe en partie à 2 pas d'ici, au Technocentre. À Guyancourt. On va commencer par retracer cette histoire qui guide votre livre. 17 août 2010, un corbeau qui fait parvenir à des dirigeants de l'entreprise Renault un courrier qui accuse 3 salariés de toucher des pots de vin en ayant divulgué des informations secrètes du constructeur concernant des projets de véhicules électriques. Une enquête interne débute. Ils sont licenciés, seulement ils nient leur implication. Pourquoi Renault décide alors de prendre autant au sérieux cette affaire alors qu'on le verra plus tard, la société n'a aucune preuve? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui m'a intéressé dans le sujet, c'est que de montrer comment, à partir de rien ou presque, parce qu'une entreprise est soumise à une concurrence effrénée et le secteur automobile est très concurrentiel, il règne une paranoïa. Et donc, à partir du moment où vous faites une étincelle, ça devient un grand incendie. Et il y a vraisemblablement une escroquerie derrière l'affaire, c'est-à-dire que Renault a été soi-même victime, mais les dirigeants de Renault ont leur grande part de responsabilité dans le marasme parce qu'ils se sont affolés, ils ont perdu toute sens de la réalité. Du tout réagir. On va voir quelques images qui datent de 2011, 4 janvier. C'est une date importante. Éric Besson est alors ministre. Il est en déplacement au Technocentre à Guyancourt pour justement constater les avancées de Renault sur l'électrique. Voilà les images que nous avions réalisées à l'époque pour le journal de la rédaction. La veille, les 3 salariés ont donc été licenciés. Personne n'est au courant, pas même le ministre qui le découvre comme beaucoup de monde. Le soir même, par une dépêche de l'AFP, une fuite dans la presse. On ne comprend pas pourquoi Renault n'a pas prévenu le ministre déjà avant ce déplacement, ni même prévenu le contre-espionnage français, par exemple. Là, c'est alors sur l'exemple du ministre comme de la DCRI, donc le service de contre-espionnage français, c'est encore une fois, c'est la paranoïa. C'est-à-dire que alors que l'État, qui en plus est actionnaire de Renault, est là normalement pour aider, et surtout quand des entreprises et des fleurons de l'industrie sont supposés être victimes d'attaques extérieures. L'État est là pour les défendre. Renault se dit, si on le raconte à l'État, ça va fuiter dans la presse, et puis ils ne sont pas forcément de notre côté, ce qui est assez bête comme réaction, mais qui démontre bien le côté enfermement de la direction de Renault, et le fait on pense en vase clos et on est seul contre tous. Et Renault qui décide de monter sa propre enquête en interne, qui va utiliser des méthodes aussi de barbouze, clairement tout au long du livre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va, Renault va espionner les 3 cadres qu'ils soupçonnent eux-mêmes de faire de l'espionnage. On va vider leurs ordinateurs, éplucher leurs mails, y compris les mails privés, personnels, ce qui là est une infraction. On va se procurer leur ligne de téléphone, qui est-ce qu'ils appellent, quand. Et comment vous avez réussi à mener cette enquête, justement 400 pages de cet ouvrage, Renault qui n'a pas souhaité communiquer, j'imagine que la direction n'a pas participé à l'écriture de cet ouvrage. Alors, je les ai contactés pour leur soumettre, bien sûr, en respectant le principe du contradictoire. Renault a répondu à 1 ou 2 questions, celles qui, je pense, les dérangeaient le moins, et sur le reste, c'est retranché derrière le secret de l'instruction, vu qu'il y a une affaire en cours.
je leur ai fait remarquer qu'au moment de l'affaire, ils n'ont pas hésité à communiquer et des fois un peu trop alors qu'il y avait un secret de l'instruction et que là, à ce moment-là, ça ne les gênait pas. Donc vous avez élaboré cet ouvrage, cette enquête en allant rencontrer de bon nombre de protagonistes. C'est un ouvrage très complet. On va continuer à évoquer ce livre et avec une affaire que vous en parlez dans cet ouvrage, cette affaire surprenante et tout le monde a pu la constater. C'est le PDG Carlos Ghosn qui se rend au journal de TF1 qui est invité et qui l'affirme, il a des preuves. Oui, alors qu'il n'en a pas. Tout à fait. Alors ça c'est l'aspect connu, ce dont tout le monde se rappelle, c'est Ghosn qui va devant Claire Chazal et qui dit devant 10 millions de gens, alors que c'est le moment où on commence à comprendre que l'histoire n'est pas aussi claire que ça et que les affirmations de Renault, on ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière. Et Ghosn va dire, si, on a des preuves, vous croyez quand même pas que j'ai viré 3 personnes si on n'était pas carré sur ce qu'on affirme. Ce qui a une force très forte. Quelqu'un comme Carlos Ghosn, patron d'une grande entreprise, tout le monde se dit, bon, s'il dit ça, c'est... il est sûr de lui. A priori, c'est qu'il a des éléments. L'affaire, quelques semaines après, va se déliter et on va s'apercevoir que non. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est, mais pourquoi il a été si péremptoire? Et moi, ce que je révèle dans le livre, c'est que au moment de monter, donc, quand il prend l'ascenseur dans la tour de TF1, il est avec deux de ses communicantes. Il a fait un interview le matin dans le JDD où il est très très sobre dans la retenue. Il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher. Il parle de l'affaire mais en étant vraiment sobre. Et là, dans l'ascenseur, il dit non mais je vais dire que j'ai des preuves parce que sinon je vais passer pour un con. Ça peut faire rire la phrase comme ça, sauf que en même temps, quelques minutes plus tard, il va crucifier 3 gars dont les noms sont sortis dans la presse. Et pour l'opinion publique, on va se dire bon bah c'est vraiment des traîtres. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la vie de ces gens. Bon, ils ont été innocentés au final, mais ce qui se passe là, ce que je relate là, est grave. Est-ce que vous révélez également, ce sont les méthodes employées? Renault, par exemple, qui a rédigé, après le licenciement de ses 3 salariés, des communiqués de presse en cas de suicide de ces salariés, voilà, qu'ils réussissent d'ailleurs ou non leur suicide. Oui, ils avaient poussé le cynisme, selon moi. Alors les gens qui font de la communication disent non, c'est pas du cynisme, c'est de la prévoyance. Chacun jugera. Mais ils avaient poussé effectivement le cynisme jusqu'à préparer des communiqués en se disant ah, ils ont pas l'air d'être très bien en les voyant des fois s'exprimer à la télé. Ils pourraient se suicider et ils rédigent les communiqués avant même que les licenciements soient prononcés. Il y avait juste les blancs pour mettre les noms, la date. Et il y avait 2 communiqués, un pour au cas où la personne aurait réussi son suicide et serait donc décédée, et l'autre où il serait raté. Au final, qui a manipulé Renault? Alors, est-ce que vous pouvez le dire aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui est mis en examen pour escroquerie, qui a été un enquêteur interne de Renault, qui a été licencié depuis, qui lui proteste de son innocence en disant qu'il a été lui-même manipulé par d'autres personnes, mais la justice n'établit pas ça pour l'instant. Donc lui, il aura à répondre vraisemblablement devant la justice. Donc il y a l'aspect escroquerie, et après il y a l'aspect, il y a un autre volet qui est la dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire quel est le corbeau qui est à l'origine de cette affaire. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Il n'y a aucun élément matériel. C'est-à-dire que le juge a vérifié les téléphones portables d'une quarantaine de protagonistes du dossier pour voir s'ils bornaient à l'endroit où la lettre a été déposée. On n'arrive pas à avoir le début de commencement de preuve. Et l'aspect aussi des responsabilités au sein de la direction de Renault, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect escroquerie, mais après Renault a commandité des actes vraisemblablement illégaux. Il y a des gens qui devront en répondre. Et c'est tout un système que vous dénoncez. Vous parlez de cette affaire Renault, mais pas seulement de cette affaire. Vous parlez aussi de ces enquêtes sur la vie privée de syndicalistes. D'ailleurs, il y a encore une plainte qui est instruite actuellement. Sur des exfiltrations aussi de salariés qui travaillaient à Moscou. On leur fait croire qu'ils seraient victimes potentielles d'attentats tchétchènes. Puis une fois en France, ils sont licenciés pour corruption. Et puis il y a ces suicides au technocentre Renault. Sur le site du technocentre Renault de 7 salariés. Aujourd'hui, ce système existe encore ? Alors, Renault affirme que non, qu'ils ont tiré toutes les conséquences de leurs dérives passées, qu'ils ont mis. Alors ça, c'est la seule chose. Ils n'ont pas voulu que je rencontre les gens à qui j'avais des questions à poser. Par contre, ils m'ont proposé de rencontrer des gens qui n'étaient pas dans l'affaire, mais qui sont les nouveaux patrons de la sécurité, pour expliquer à quel point maintenant c'est une entreprise modèle. Sur ce qu'on sait pour l'instant, a priori, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Après, il y a 2 ou 3 ans, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit, écoutez, a priori non, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais pour l'heure, je ne peux pas... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en tout cas, au cours de votre enquête? Je pense aussi à cette affaire, ce stagiaire chez Renault que l'on emmène de nuit pirater les ordinateurs des salariés.
Vous attendiez à trouver ce genre de choses, ce genre de système? Alors oui, ça c'est un élément qui en dit long et qui était avant l'arrivée de Carlos Ghosn. C'est ce qui veut dire aussi que c'est un système qui est ancré. Moi, je rapporte des histoires, je replace l'affaire dont on a parlé dans un contexte qui s'étend sur 10 ans, parce qu'en fait, cette entreprise va devenir une zone de non-droit, mais progressivement. C'est vrai que je vous raconte, c'est un adolescent qui vient faire un stage d'automobile. Les barbouzes du service de sécurité découvrent qu'il n'est pas trop mauvais sur l'informatique et il l'emmène de nuit à 4 heures du mat sur les sites industriels de Renault pour forcer les disques durs d'un salarié, qui plus est représentant du personnel. Donc, ce qui vaut, là je le révèle aussi, c'est qu'en septembre, il y a 6 personnes de chez Renault qui ont été mises en examen dans ce volet-là. Beaucoup de révélations autour de cet ouvrage. Juste pour conclure, précisez que vous serez pour une séance de dédicace pour un débat au pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux le 18 décembre, mercredi de 17h à 19h. Et pour la petite histoire, ce rendez-vous est né de la forte demande des salariés de Renault qui souhaitaient vous rencontrer. Tout à fait. Il y avait une bourse aux livres au Technocentre de Renault et j'ai appris fortuitement que mon livre était parti en 2 jours, que le libraire en a commandé, il était débordé, c'était le livre que tout le monde s'arrachait et donc j'ai contacté le libraire, il était ravi, il m'a proposé tout de suite parce qu'il se doutait que les salariés auraient envie de me voir. Et donc ce sera mercredi 18 décembre si vous souhaitez en savoir encore plus sur cet ouvrage. Mathieu Sucre, merci d'être passé sur ce plateau, auteur de Renault, Nid d'espion, édition du moment. Si vous aimez le polar, bien sûr c'est à lire, et même si tout cela est vrai, on le rappelle, c'est une enquête journalistique. Un autre sujet qui vous passionne également, c'est le football. Et on va parler à présent, nous, d'une détection à Clairefontaine. C'était ce week-end, Women Paris Soccer Show, l'occasion pour des jeunes joueuses françaises et yvelinoises de bon niveau sportif et scolaire d'obtenir une bourse pour évoluer au pays du football féminin. Vous allez le voir avec ce sujet d'Anthony Reich. Faustine évolue en division d'honneur régionale avec Montigny-le-Bretonneux. À 18 ans, elle rêve du championnat de soccer américain. Comme pour la cinquantaine d'autres joueuses présentes ce week-end à Clairefontaine, cette détection est peut-être sa meilleure chance de venir fouler un jour ce terrain avec l'équipe de France. C'est une bonne opportunité pour partir à l'étranger déjà. Et puis les États-Unis, c'est un peu le pays du foot féminin, donc voilà, c'est toujours bon à prendre ce genre d'opportunité. Faut pas la louper, quoi. Sur l'aile droite du milieu de terrain, Camille, quelque peu stressée par la présence des recruteurs, a dû s'adapter aux exercices tactiques à l'américaine. C'est à peu près similaire. Après, c'est vrai que c'est vraiment au niveau de l'intensité, moi, que j'ai trouvé un changement où ils nous en demandent beaucoup plus. Et faut vraiment, il y a pratiquement aucune pause. Entre les exercices. Ils demandent beaucoup de physique, d'intensité et tout, et ce qu'en France on a beaucoup moins apparemment. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais ça va, ça tient. Pour attirer les meilleurs éléments du week-end, la plupart des universités sont prêtes à prendre en charge la majorité de leur cursus, en moyenne 200 000 € sur 4 ans, et la vingtaine de recruteurs présents au bord du terrain semblent avoir repéré quelques talents. J'ai pu voir des joueuses techniquement très intéressantes et certaines possèdent également des qualités athlétiques et un jeu plus rapide qui leur permettrait d'avoir un beau parcours dans notre programme universitaire. Malgré des actions intéressantes lors de l'opposition et un but marqué par Faustine, les 2 joueuses saint-quentinoises n'ont pas obtenu d'entretien individuel pour espérer continuer l'aventure outre-Atlantique. Et pour un point complet sur le sport, le 7-8 Sport avec Anthony Reich, c'est chaque lundi 18h30 pour la première diffusion. Nous, on termine ce journal comme on l'a commencé avec une histoire de Père Noël. C'est l'opération Parvis en fête qui se tenait ce samedi à Magny-les-Hameaux. Plusieurs stands étaient proposés sous le regard bien attentionné du Père Noël. Et ça tombe bien, les enfants avaient forcément des choses à lui commander. Et il est apparu comme une rockstar sur le toit de la mairie de Magny-les-Hameaux, le Père Noël, bien entendu. Bonjour les enfants de Magny-les-Hameaux. Des regards d'enfants totalement émerveillés, l'occasion de leur demander ce qu'ils ont justement commandé au Père Noël. J'ai commandé des rollers avec un livre de Violetta, des cartes Pokémon, une voiture télécommandée, des jeux de société, des jouets Spider-Man, un chat avec une maison de Schtroumpf. Des animations tout au long de la journée, stand de maquillage, création de décorations de Noël et un spectacle tout en poésie pour terminer ce parvis en fête avec les allumeurs d'étoiles.
puis ce chiffre encore à retenir, un chiffre très important, plus de 500 Barbapapa ont été distribués ce samedi. Attention aux overdoses de sucre. Le journal revient mardi, 18h. Très bonne soirée sur TV Fil.